S'agissant de l'exécution des contrôles, on a deux manières classiques, hein. L'administration a deux manières classiques, aussi bien en termes de vérification, contrôle douanier que de change. On a le contrôle a priori, on a le contrôle a posteriori. Effectivement, le contrôle a priori, lui, c'est un contrôle qui est essentiellement documentaire. C'est un contrôle de conformité d'un dispositif, d'un arsenal d'obligations qui est prévu en matière d'importation ou en matière de transfert. Et on a aussi le contrôle a posteriori qui, lui, concerne ou est déclenché généralement par des autorités régionales dans la limite du délai de prescription, notamment pour s'assurer du respect a posteriori, donc après enlèvement de marchandises, que le dispositif douanier ou les restrictions douanières ont bien été appliquées. En matière de change, ce serait certainement des opérations spécifiques en Afrique centrale, au Cameroun. Au Congo, on a des autorisations qui sont requises pour certaines transactions spécifiques, notamment les transferts et certains investissements directs au-delà d'un certain seuil. On a des autorisations qui sont requises. Le contrôle a priori, effectivement, consistera pour l'administration à pouvoir s'assurer que ces autorisations ont bien été obtenues. S'agissant des points récurrents observés, Dominique l'a dit tout à l'heure, nous avons une pratique qui est assez répandue, assez large en Afrique francophone. Nous avons pu constater que dans les pays de l'Afrique francophone, évidemment, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un problème de respect de la réglementation qui justifie que l'administration puisse s'étendre et puisse adopter des sanctions dans le cadre des contrôles qui sont initiés. L'administration également insiste sur les formalités relatives à la domiciliation des importations. Dans beaucoup de nos pays, il est de droit que lorsque une importation doit être faite, il est obligatoire de pouvoir les domicilier dans les banques primaires et de pouvoir s'assurer que les recettes liées à cette exportation, s'il s'agit d'une exportation, devront être rapatriées. En RDC, par exemple, l'obligation de rapatrier les recettes s'élève à 60%. Vous comprenez qu'il s'agit des points sur lesquels l'administration revient tout le temps pour pouvoir s'assurer que le dispositif est tout à fait respecté. On a, je l'ai dit tout à l'heure, le formalisme relatif aux autorisations qui sont requises pour certaines transactions spécifiques, notamment les placements ou les transferts à l'étranger. On a la fameuse question de la valeur en douane, qui est un peu une question d'ordre général, hein, parce que la définition de la valeur en douane telle que les accords de l'OMC et nos différentes réglementations sectorielles de nos pays africains ont adopté permettent de pouvoir partir d'une certaine valeur et de pouvoir y adjoindre certains éléments qui sont considérés comme annexes au prix et donc à la base de redressement. Et cette notion de valeur en douane n'est pas toujours bien appliquée, bien perçue, tout au moins ne fait pas l'unanimité entre les différents opérateurs et les différentes administrations de nos pays africains, d'où la recrudescence des chefs de redressement portant sur la valeur en douane. Nous avons également des exonérations d'ordre conventionnel ou réglementaire. Nous avons dans beaucoup de nos pays une réglementation spécifique sur des activités génératrices d'emploi. Je pense à la réglementation portant au code des investissements. Nous avons des exonérations qui sont donc d'ordre réglementaire, mais nous avons aussi des exonérations d'ordre conventionnel. Les pays qui ont des activités fortement minières et énergétiques comprennent mieux parce que la réglementation de ces pays-là prévoit effectivement la possibilité de négocier les conditions d'exploitation dans le cadre d'une convention qui est signée avec l'État. Effectivement, à l'occasion de ces conventions, des exonérations douanières sont négociées et même de change. En Guinée, par exemple, beaucoup d'investisseurs dans le secteur minier sont friands de pouvoir tenir leur comptabilité en devises et pouvoir effectivement ouvrir des comptes et opérer des comptes à l'étranger, même si l'administration douanière, notamment guinéenne, insiste effectivement sur, notamment de change aussi sur la maîtrise des opérations qui sont faites sur ces comptes-là.
à travers la production à la Banque centrale d'un relevé mensuel, trimestriel des opérations effectuées sur ces comptes. Mais nous comprenons aussi que l'administration douanière et de change s'intéresse beaucoup aux conventions qui sont signées effectivement parce que, comme vous le savez, le contrat étant la loi des parties, c'est cette convention qui définit le régime douanier et de change qui est applicable à l'investisseur. Et nous avons notamment assisté à des chefs de redressement qui portaient sur des problématiques d'interprétation des clauses conventionnelles. L'administration n'étant pas du même avis que l'opérateur sur la compréhension et sur l'interprétation des clauses conventionnelles. Et ça a quand même généré pas mal de contentieux et ont abouti aussi quelquefois à des transactions dans le cadre desquelles certains opérateurs ont quand même payé des sommes assez importantes. Nous avons la remise en cause des rapatriements des recettes d'exportation, effectivement, lorsque la déclaration n'est pas suffisamment documentée. Il y a une obligation forte de documentation des déclarations qui sont requises dans la plupart de nos pays également et qui amène les administrations à se pencher sur cette question pour s'assurer que cette obligation-là est tout à fait respectée. Donc, ça fait partie également des points qui sont assez récurrents. Nous avons l'exigence de la documentation détaillée dans le cas des contrôles, notamment a posteriori, l'exigence des factures, l'exigence des contrats, la preuve de la provenance des marchandises, etc., qui est aussi un point non négligeable hein, sur lequel nos administrations douanières insistent très souvent. Et nous avons la question de la position tarifaire. Effectivement, il est très souvent arrivé que les administrations douanières de nos pays africains ne soient toujours pas en phase avec les opérateurs sur, dans le cadre des déclarations, notamment sur la position tarifaire qui est celle des marchandises importées ou des marchandises litigieuses. Et enfin, on a la question de la contrebande, qui est aussi une question assez répandue, sur lesquelles nos administrations douanières reviennent aussi très souvent. Quelle est la place de la législation de l'alimentation douanière et de change dans les opérations de contrôle initiées par nos administrations? Évidemment, c'est une question intéressante parce que l'on se dirait la loi existe, la loi s'applique à tous, que non, parce que nous avons observé dans certains pays, effectivement, que les administrations douanières et de change euh, ne prennent toujours pas en compte tout le dispositif légal tel qu'il existe, législatif tel qu'il existe. Nous verrons effectivement, lorsque nous parlerons des sanctions, qu'il y a des sanctions qui sont tout à fait initiées de manière informelle et qui peuvent conduire au blocage carrément des opérations d'exportation ou d'importation avec des conséquences que nous imaginons tous, notamment en termes de surestarie, en termes de frais complémentaires, en termes d'amendes, etc. La législation existe effectivement, mais il y a une pratique qui est développée à côté de cette législation-là, qui fait effectivement que l'administration s'arroge le pouvoir de pouvoir initier des pratiques qui sont toujours pas tout à fait légales et qui permettent quand même à un moment donné de pouvoir renforcer les recettes des États et des administrations douanières et de change. Et ce qui va effectivement avec la place ou le non-respect à 100% de notre réglementation, notamment douanière et de change, s'ensuit la quasi-inefficacité des garanties des déclarants ou des opérateurs que vous êtes, à savoir que le dispositif, nous avons évoqué tout à l'heure des clauses conventionnelles qui sont négociées avec les différents États, notamment dans le secteur minier et pétrolier, qui ne sont toujours pas respectées. Nous avons, pour parler de la Guinée aujourd'hui, un dispositif qui concerne la TVA douanière, donc à l'importation, qui n'est pas toujours bien appréhendé, bien perçu, bien appliqué par les entreprises, par les administrations douanières, d'où l'inefficacité de ces garanties que constituent notamment les conventions qui sont signées avec ces administrations qui sont le droit spécifique applicable au premier chef à ces entreprises-là, qui ne sont pas respectées. On a le délai de prescription qui n'est pas toujours respecté par nos administrations. Donc le droit de ne plus
avoir la possibilité de contrôler les opérations portant sur un exercice donné. On a effectivement les recours contentieux qui ne sont pas suivis ou auxquels des suites ne sont pas données dans les délais prévus. En temps normal ou dans une réglementation normale, dans un contexte normal, une telle attitude devrait conduire effectivement, devrait entacher la procédure de contrôle et de contentieux. Mais on a toujours constaté que les administrations, malgré cette garantie-là, notamment la garantie du respect du contradictoire, par exemple, le fait de discuter avec des opérateurs sur des questions, recueillir l'observation sur des questions données, sur des faits même, ces garanties ne sont pas toujours prises en compte par nos différentes administrations douanières et d'échange. Alors, l'aboutissement du contrôle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris les raisons de la recrudescence et une fois que nous avons évoqué le déroulé même des contrôles, partant de la typologie des contrôles, en passant par les points récurrents ou qui sont assez récurrents dans le cadre des contrôles douaniers et de change, je passerai la parole à Dominique pour nous entretenir un peu sur les problématiques liées ou l'intérêt des points essentiels qui peuvent être constitutifs de l'aboutissement des contrôles. Dominique, je te repasse le flot. Merci. Merci, Paul. Alors, quand on parle d'aboutissement de contrôle, bien sûr, il s'agit donc de la finalité ou des finalités des contrôles. Ici, nous, on va voir, on va dire, 3 ou 4 points, essentiellement 4. D'abord, comment les contrôles se soldent, hein, comment ces contrôles aboutissent. Est-ce qu'on applique strictement des sanctions à ces contrôles-là? Ensuite, on va se demander si les administrations atteignent leurs objectifs, qui sont des objectifs financiers essentiellement. Et on s'interrogera également sur le régime de répression judiciaire en matière de contrôle. Est-ce qu'il y a un régime spécifique ou pas? Je pense que c'est intéressant de le savoir. Et puis, on va parler aussi des compromis, des transactions en matière donc, douanière, notamment entre les administrations chargées des contrôles et les entreprises. Alors, sur les aboutissements des contrôles douaniers et de change, les contrôles, généralement, se terminent comme tous les contrôles d'ailleurs, hein, par un procès verbal de constat. Et ensuite, donc, de l'émission d'une notification par l'administration pour informer les différents opérateurs des différents chefs de redressement et des constatations qui ont été faites. Il faut savoir qu'en matière douanière, la plupart du temps, ce sont des infractions, puisque la matière douanière est très pénale. Donc, les infractions douanières sont notifiées. Alors, la plupart du temps, quand il y a des contrôles douaniers, je pense que vous le savez tous, il y a des sanctions. Et des sanctions souvent très, très lourdes. Alors, ces sanctions-là, généralement, on voit qu'elles correspondent à des amendes. La plupart du temps, ce sont des amendes. Et ces amendes sont de montants très, très élevés. Et ils vont souvent jusqu'au triple des droits qui sont évidés. Et très souvent, d'ailleurs, la douane, quand il s'agit de marchandises, procède à la confiscation donc, des biens litigieux, donc des marchandises litigieuses. Et procède souvent aussi à des blocages de comptes bancaires. Et le blocage des comptes bancaires est une sanction qui est quand même assez efficace puisque en fait, ce blocage empêche les entreprises de fonctionner dans leur quotidien. Et une autre sanction qui est aussi très répandue et qui est radicale, c'est la suspension des régimes. On peut vous suspendre les comptes, hein, vous ne pouvez plus importer. On peut vous suspendre des régimes suspensifs. Et donc, cela vous empêche carrément donc, de travailler. On a remarqué, on a observé ce cas-là qui a été reporté à Madagascar. Le blocage des opérations d'importation et de dédouanement ont été reportés. C'est souvent le cas en Guinée. Vous savez que la Guinée est un pays minier, donc c'est une sanction qui est souvent utilisée par l'administration douanière dans ce pays-là. Et puis, s'agissant des amendes pécuniaires, certains pays donc, ont des amendes pécuniaires qui sont très, très élevées et qui montent jusqu'à 5 fois les montants en jeu. C'est notamment le cas du Sénégal, par exemple. Donc, 5 fois, c'est vraiment très, très important. Alors,
c'est possible donc que les entreprises contestent les différentes infractions qu'on leur a notifiées. Évidemment, comme vous le savez, il y a des recours administratifs, puisque le recours immédiat, justement, en cas d'infraction, c'est le recours administratif auprès donc, des autorités supérieures, donc des équipes qui ont fait la vérification. Vous pouvez toujours exercer ces recours-là. Alors après, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces recours administratifs-là. Est-ce que ces recours permettent donc de régler, de trancher ces litiges-là? Effectivement, c'est une question donc, et dont la réponse varie en fonction donc, des pays. Alors, concernant l'impact escompté sur les objectifs des administrations. Alors, évidemment, quand il y a des contrôles douaniers, on le constate de plus en plus dans beaucoup de pays, les vérificateurs sont animés d'objectifs de recettes. C'est le cas, on le sait, généralement en matière fiscale, mais c'est le cas aussi au niveau de la douane. Donc, il y a des objectifs de recettes et donc les droits et les pénalités qui sont exigibles, justement, doivent contribuer à ces recettes-là. Et c'est pour ça que la douane, la plupart du temps, quand elle fait des contrôles, elle veille à ce que ces sanctions-là s'appliquent. Alors, ces sanctions sont évidemment dissuasives pour l'entreprise puisque l'impact financier est considérable. Donc, quand il y a des contrôles douaniers, effectivement, il faut faire très, très, très attention puisque les montants peuvent aller, comme on l'a vu tout à l'heure, dans certains pays, jusqu'à 5 fois donc, en jeu. Et donc, ces impacts, ces sanctions-là, donc, on l'a vu, contribuent à l'atteinte donc, des objectifs qui visent donc à inciter les entreprises à observer strictement donc, les règles, donc, les règles en matière douanière et surtout les règles en matière donc, de change. Voilà. Donc, certains pays, on l'a constaté, tel que ça a été reporté, certains pays ont au niveau donc, de la douane des experts qui interviennent. Donc, la douane se fait assister par donc, des experts qui sont extérieurs à l'administration, qui viennent donc appuyer l'administration des douanes pour effectuer ces différents contrôles-là. Bon, on a le cas qui a été reporté sur le Congo, par exemple. Des experts extérieurs peuvent intervenir. Le cas a été reporté également sur le Cameroun. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, on a aussi de temps en temps recours à des expertises, mais uniquement lorsqu'il s'agit donc de contrôle en matière d'échange. Je vais passer le floor à Paul pour vous entretenir sur la répression judiciaire. Merci Dominique. Effectivement, nous sommes en train d'évoquer la question des sanctions. Et il paraît effectivement intéressant de se demander quelle est la place ou la portée du dispositif répressif pénal ou la particularité par rapport aux opérations douanières. Tu l'as évoqué tout à l'heure, les sanctions sont essentiellement pénales. Il n'existe pas de dispositif spécifique de répression propre aux opérations douanières. Les sanctions sont très souvent pénales, et qui peuvent être aussi civiles, hein, avec une opérationnalisation débouchant sur des saisies de marchandises, etc. Ce qui est intéressant de dire sur cette partie, c'est que la répression est quelquefois mitigée par, ou je vais dire, freinée par le régime particulier dont bénéficient certains secteurs d'activité. Notamment au Cameroun, on a le secteur des investissements privés qui bénéficie de certains avantages douaniers de par une loi dite du 23 avril 2013, donc qui permet, n'est-ce pas, il en est de même pour les activités de pêche, notamment dans ces pays, et pour les activités d'élevage ou d'agriculture qui bénéficient très souvent de certains dispositifs assez particuliers et qui fait que l'application, le système répressif soit un peu mitigé. On a aussi le cas de la Côte d'Ivoire avec le statut des opérateurs économiques agréés qui dispose d'un régime particulier et qui fait aussi quelque peu obstacle à la répression judiciaire dans ces pays-là. Et enfin, au cas par exemple du Congo,
on a aussi, le cas des conventions d'établissement qui sont signées, la Guinée aussi, qui sont signées dans le cadre de l'exploitation des gisements pétroliers ou miniers. Ils peuvent aussi faire obstacle au dispositif classique, pénal classique, en prévoyant un certain nombre de mécanismes d'assouplissement ou des mécanismes préalables par lesquels les parties devront avoir recours avant effectivement l'application en dernier ressort de ces dispositifs-là. S'agissant de la possibilité de compromis, il y a contrôle, il y a infraction, il y a possibilité de compromis, oui. Beaucoup de nos administrations, elles sont aussi, la transaction est d'ordre légal, hein, elles sont aussi pour les unes une possibilité prévue par nos différentes réglementations. Mais à côté, il y a aussi des modalités de transiger qui sont adoptées par la plupart de nos pays africains, les administrations de nos pays, et qui consistent pour elles à être dans une démarche de surévaluer la base des redressements ou la qualification des infractions en fonction du niveau d'amende ou du niveau de sanction prévu pour ces infractions particulièrement, et donc pouvoir anticiper sur une sorte de partage favorable en faveur de l'administration dans le cadre d'une transaction éventuelle. Donc, les transactions, effectivement, c'est prévu. Le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, j'inviterai peut-être Dominique à nous commenter un peu la portée de la notion de compromis dans la pratique, par exemple, en Côte d'Ivoire. Dominique, s'il te plaît. Oui, Paul, effectivement, on le disait tout à l'heure, quand vous êtes en litige avec la douane, la plupart du temps, les recours administratifs ne vous permettent pas de régler en fait le litige essentiellement. Et on verra tout à l'heure aussi, généralement, les recours judiciaires ne se font pas, puisque les entreprises ont du mal à assigner des administrations auprès donc, des tribunaux. Alors, évidemment, il faut mettre en place souvent des cadres de concertation. Et justement, en Côte d'Ivoire, il y a des cadres paritaires qui existent depuis quelques années pour la résolution des litiges. Ces cadres-là, en fait, beaucoup assaini l'environnement, ont beaucoup réglé les contentieux qui existent en matière douanière. C'est le cas, comme premier cas, c'est le cas de l'OCODE. L'OCODE, c'est l'Observatoire de la célérité des opérations douanières, qui est donc un outil paritaire qui a été mis en place pour la célérité des opérations de dédouanement et lutter contre les tracasseries douanières. Et donc, la composition est paritaire, c'est-à-dire qu'il y a des représentants du secteur privé et il y a des représentants donc, de l'administration. Donc, chaque fois qu'il y a des tracasseries douanières, par exemple, un opérateur peut faire une saisine directe de l'OCODE dont les membres se réunissent pour pouvoir régler la question, pour régler donc le contentieux. Il y a aussi un comité d'arbitrage de la valeur pour les contestations sur les contestations des redressements effectués par les douanes, notamment sur la valeur en douane. Le comité d'arbitrage de la valeur est aussi un comité paritaire, c'est-à-dire que vous avez les représentants à la fois de l'administration et du secteur privé qui statuent, et donc la saisine elle est aussi directe par les opérateurs économiques, pouvoir donc intervenir sur ces sujets-là. Et il y a aussi un dernier outil qui est aussi très important, qui est le comité consultatif du tarif pour les contestations qui sont liées au classement tarifaire. Donc, ce comité aussi, il est très, très important. Il faut dire que l'ensemble donc, de ces cadres-là, en fait, l'ensemble de ces cadres permet donc d'émettre des avis. Donc, bien sûr, en fait, ces structures ne vont pas trancher les litiges douaniers, n'ont pas de compétence, mais ce sont des structures qui vont émettre des avis. Et la plupart du temps, ces avis-là sont pris en compte par l'administration dans le règlement des litiges. Et ces cadres-là, paritaires, ont beaucoup contribué à l'apaisement, je dirais, de l'environnement des contentieux en Côte d'Ivoire depuis quelques années, ce qui est, je pense, un bel outil, en fait, un bon exemple de règlement des litiges douaniers. Merci beaucoup, Dominique, hein, pour cet éclairage et pour ces précisions. Effectivement, nous avons, avant de passer aux recommandations, et notamment pour boucler
l'évaluation de la pratique des contrôles douaniers et de change, il paraît intéressant de partager un peu avec vous, dans le cadre d'un retour d'expérience que Dominique se chargera de partager avec nous. C'était intéressant tout à l'heure de se poser la question de savoir si cette recrudescence-là permettait à l'administration effectivement d'atteindre ses fins, notamment d'accroissement de recettes. Il est tout à fait normal aussi qu'on essaye de voir si, comment est-ce que cette recrudescence-là est perçue par le secteur privé, par les opérateurs. Il serait intéressant de faire un peu un petit tour de table, une sorte de tour de table, pour voir déjà comment cette recrudescence est perçue et quel est l'impact qu'elle peut avoir sur l'activité des opérateurs. Dominique, je te repasse le flot, s'il te plaît. Oui, merci Paul. Alors, sur le ressenti des opérateurs sur la recrudescence des contrôles, euh, il faut savoir que les opérateurs, généralement, ont un sentiment négatif sur les contrôles douaniers. Beaucoup relèvent en fait la redondance des contrôles, la multiplicité des contrôles douaniers. Ensuite, une méconnaissance par l'administration des spécificités sectorielles. Hein, je crois que Paul l'a relevé tout à l'heure. Il y a des spécificités sectorielles qu'il faut souvent prendre en compte parce que certains secteurs d'activité apportent certaines exonérations qui ne sont pas souvent prises en compte par les différentes administrations. Alors, il y a le non-respect du principe du contradictoire qui nous a été remonté par pas mal de pays, notamment par exemple en RDC, où en fait ce principe de contradictoire n'est pas souvent. Il faut savoir que la douane, la plupart du temps, dans beaucoup de pays privés, et donc effectivement, quand vous avez affaire à des corps militarisés, évidemment, c'est pas du tout évident de discuter. Donc, il y a donc un problème par rapport à ce principe du contradictoire. Alors, certains pays comme Madagascar ont indiqué qu'il y avait donc un dialogue, bien sûr, qui existait avec la douane, mais ce dialogue, en fait, il était essentiellement formel et la plupart du temps, on ne rentrait pas dans les questions de fond, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas les questions de fond. Il y a un dialogue, mais il reste très formel. Il n'aborde pas le fond. Et puis, aussi, d'autres pays ont beaucoup évoqué l'incompréhension des régimes dérogatoires qui accourt dans également tout pays. Le Congo a reporté l'absence de prescription en matière de contrôle douanier. Donc, dans pas mal de situations, les règles ne sont pas respectées. Et on annonce effectivement, dans ces cas-là, évidemment, beaucoup d'abus, puisque quand il y a des versements qui sont effectués sur des bases qui ne sont pas légales, évidemment, cela peut conduire à des abus. Alors, la recrudescence des contrôles douaniers, généralement, a un impact qui est pas négligeable parce que elles freinent les investissements dans les entreprises dans leurs projets d'investissement. Donc, les contrôles contribuent énormément à la détérioration du climat des affaires et à la relation que l'administration entretient avec les usagers de façon générale. Notons néanmoins que la recrudescence des contrôles ne s'étend pas à tous les pays. Vous avez beaucoup de pays où évidemment, on avait cette recrudescence par le passé, mais le climat social et l'environnement des affaires s'est considérablement amélioré. Je crois que c'est le cas notamment au Cameroun. En Côte d'Ivoire aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec les cadres donc, de concertation, il y a eu un apaisement du climat donc, contentieux avec les administrations douanières. Sur les impacts de la recrudescence des contrôles douaniers sur les activités des opérateurs. Alors, ici, il y a plusieurs choses difficultés à recenser. C'est que les impacts, vous les avez là, en fait. Donc, il y a des retards constatés sur l'avancement des activités. Parce que quand vous avez des activités, par exemple, minières, hein, et que vous avez des marchandises qui sont bloquées, cela peut impacter justement l'état d'avancement de vos activités. Il y a le coût aussi, en cas de sanctions, effectivement, notifiés par la douane, les coûts peuvent être très importants. Donc, vous allez devoir supporter des coûts imprévus.
Il y a l'exode des capitaux vers les territoires étrangers, il y a la fuite des capitaux, donc les pays où effectivement il y a une recrudescence de contrôle. Les entreprises ne veulent pas laisser en fait leurs capitaux dans le pays. Il y a donc une tentative d'évasion vers les territoires étrangers. De nombreuses entreprises abandonnent aussi certains projets d'investissement qui parfois sont des projets structurants et très importants pour les pays. Donc, elles préfèrent donc s'abstenir de faire ces projets parce que quand vous avez des projets structurants, ces projets-là ont une rentabilité à long terme. Donc, si vous êtes dans un environnement où il y a essentiellement des contrôles, il y a beaucoup de contrôles douaniers, évidemment, vous avez peur de récupérer, de ne pas pouvoir récupérer vos investissements sur le moyen ou le long terme. Donc, cela peut vous freiner effectivement dans les différents projets d'investissement. Et puis, il y a la question aussi de réputation des entreprises, notamment lorsqu'il y a des contrats en matière de change qui sont répétés, par exemple, une entreprise, ces contrôles-là peuvent entacher justement cette entreprise. Donc, c'est autant de difficultés que nous avons constatées et qui impactent donc les différentes entreprises. Paul, je voudrais te passer le floor pour pouvoir donc faire le point des recommandations de cette session. Merci Dominique. Effectivement, nous ne saurions terminer cette présentation effectivement sans aborder les différentes attitudes qui doivent être celles de nos clients, mais aussi qui doivent un peu accompagner les agissements de nos administrations douanières et fiscales ou qui doivent être le moteur de la coopération entre les entreprises et les administrations fiscales et douanières. Au rang effectivement de ces recommandations-là, c'est déjà de bien s'assurer que le cadre légal est maîtrisé. Les opérateurs doivent s'informer en amont des investissements directs que le cadre législatif existe bien. Un exemple simple, les questions de change, de réglementation de change ne sont pas prévues et appliquées de la même manière dans les différentes juridictions, dans nos différentes juridictions. En Afrique de l'Ouest, et pour le cas spécifique de la Guinée, les opérations en matière de change sont forcément relèvent de l'obligation documentaire. On n'a pas de régime d'autorisation spécifique, sauf que les intermédiaires agréés qui sont chargés d'exécuter les opérations de transfert, etc., ont l'obligation de recueillir effectivement une panoplie des informations ou d'informations tendant à justifier la traçabilité et le caractère non prohibé de l'opération ou de la transaction qui est exécutée. Donc, en premier lieu, effectivement, c'est de s'informer, c'est de fouiller, c'est d'avoir la documentation, c'est d'avoir la documentation à fournir dans le cas des transactions transfrontalières, dans le cas des importations, etc. Il faut également maîtriser les garanties, notamment en termes de déroulement de contrôle et de contentieux, donc Dominique l'a dit tout à l'heure. Il faut également savoir que la prescription est une garantie. Il faut savoir que le contradictoire est une garantie. Il faut savoir se faire assister pour pouvoir assurer une très très bonne mise en œuvre de ces différentes garanties-là. On a aussi quelque chose qui peut paraître un peu anodin, mais c'est de garder des bonnes relations avec l'administration, notamment dans le cadre des contrôles, c'est que l'accueil soit convivial, c'est que l'accueil soit courtois, c'est que l'échange soit courtois, c'est que dans le cadre des informations que nous communiquons avec l'administration, que les communications se fassent dans un sens assez courtois. Évidemment, c'est de garder la très très bonne attitude avec nos différentes administrations, être vigilant, oui, suivre, s'informer sur la récurrence des contrôles, effectivement s'informer sur, comme c'est l'un des objectifs prévus, hein, ou bien envisagé dans le cadre de cette présentation, effectivement de vous faire partager un peu l'expérience de notre pratique dans la région Afrique francophone et comment est-ce que les administrations
douanières de ces pays et de change se comportent, comment est-ce qu'elles sont perçues par les différents investisseurs. L'intérêt étant de pouvoir, ou la question, l'intérêt de la démarche étant de pouvoir bénéficier ou tirer profit de la pratique de ce qui se fait ailleurs, de pouvoir éventuellement obtenir la mise en œuvre de cette pratique dans notre juridiction, dans nos pays, soit par une démarche de lobbying, soit effectivement par une démarche directe qui consiste par des procédures de rescrit et autres. Et du côté de l'administration, quelque chose à dire effectivement, c'est de déjà prendre connaissance du ressenti qui est celui de l'administration, des différents opérateurs. C'est de prendre les mesures effectivement pour pouvoir corriger les informations qui sont remontées et de garder une meilleure communication avec les opérateurs économiques, les différents acteurs du tissu économique. Mais plus, la démarche ou l'initiative doit être celle de nos clients, à savoir que faites-vous assister, demandez la documentation nécessaire, informez-vous, gardez toujours les documents, toute la documentation liée aux opérations que vous entreprenez ou que vous exercez, l'activité que vous exercez. La dernière en date expérience pour le cas spécifique de la Guinée, c'est que 2 ou 3 contrôles douaniers ont pris du temps, mais au bout du compte, l'administration douanière a compris qu'effectivement, elle n'était pas en train de bien interpréter les clauses, les clauses conventionnelles d'un client qui nous a contacté en effet à cet effet-là. Donc, il faut savoir aussi être patient. En plus de la documentation qu'il faut fournir, il faut s'armer de patience. Et puis, je pense que l'essentiel sera fait de la bonne des façons. Voilà un peu en termes de retour d'expérience, en termes de recommandations sur la base des chefs de redressement et des retours qui nous ont été faits, ce que nous pouvons recommander en plus de l'attitude de l'administration qui normalement est une attitude qui devrait couler de source. Nous vous remercions beaucoup pour cette présentation. Dominique aura peut-être un mot de conclusion à faire. Nous sommes aussi disponibles à pouvoir répondre aux questions, à vos questions si il y a des questions. Et nous vous remercions encore surtout pour le temps que vous avez pris ce matin pour pouvoir, n'est-ce pas, évoquer cette question de recrudescence des contrôles douaniers et de change avec nous. Merci. Merci Paul, hein. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je pense que la conclusion, elle est bonne. Donc, je voudrais passer la parole aux différents invités. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a déjà des questions dans le chat. Dominique, pour le moment, on n'a pas de questions. On n'a que Claude Alali qui demande si ce sera possible d'avoir la présentation en réplique. Oui, tout à fait. Tout à fait. On pourra donc partager les éléments de présentation avec les différents invités. Merci Dominique. Nous exhortons les autres participants à mettre leurs questions dans le chat ou dans le Q&A s'ils en ont. Jusque-là, on n'a pas d'autres questions. Pas de questions, pas de commentaires non plus. Dans ce cas, si on n'a pas de questions et qu'on n'a pas de commentaires, dans tous les cas, nous avons nos coordonnées qui sont affichées. Il est tout à fait possible de nous envoyer des questions, même des questions les plus spécifiques. On pourra les faire remonter aussi à nos experts dans les différents pays de PWC Afrique francophone, qui donc auront le plaisir vraiment de répondre à ces questions-là, de prendre la tâche avec vous. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après,
à nous les poser. S'il y a des aspects que vous aurez souhaité qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, il faut nous le dire également par mail. On tentera en tout cas de vous répondre directement à travers les différents experts qui sont dans les pays de PNUSC Afrique francophone. Donc, Paul, Shinji, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va peut-être mettre fin à la session. Tout à fait, Dominique. Merci encore à tous et très, très bonne matinée et très bonne journée aussi. À bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci Dominique, merci Paul. À très bientôt à tous.